RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour les amis du Son des Bulles, émission totalement consacrée à la BD sur RCN 90.7. Voilà, bonjour à tous et pour commencer cette nouvelle année, nous vous en souhaitons une belle et heureuse année et surtout de très belles découvertes. Ah oui. Alors on va demander aussi à nos chroniqueurs leurs vœux et leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alors Françoise, notre fidèle trublionne. C'est moi qui ouvre le banc. Bien, bonjour, bonne année. Alors en vœu, il faut que je fasse un vœu, c'est ça que tu m'as dit. Un vœu ou une bonne plein de résolution plaisir chaque jour. Voilà. Pas pour toujours, mais chaque jour, je trouve que c'est pas mal. Chaque jour quoi ? Et puis en résolution, j'ai pris comme résolution de ne pas prendre de résolution parce que je les tiens jamais. C'est pas je m'en souviens même pas. Donc voilà, c'est une bonne résolution. Et donc Francine, notre globe-trotteuse. Moi, des vœux, j'en ai trop, donc ça serait difficile de choisir. Quant aux résolutions, ça serait de lire plus de romans. Encore plus de romans. Graphiques. Parce qu'avec la BD, non pas graphique, parce qu'avec la BD, je n'ai plus le temps de lire des romans. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. L'imaginaire se développe aussi en lisant les romans. Ok. Alors, David, notre espiègle dessinateur. Pour ma part, on m'a déjà trouvé du temps pour réussir à dessiner, parce que en tant que président de l'association, j'avoue, j'ai eu pas mal de travail, et puis surtout souhaiter, il y a plein de belles sorties là qui vont se développer dans l'association Philactère, pour certains auteurs en particulier, à partir du mois d'avril, des financements participatifs, mais on en reparlera en temps et heure. Ok. Voilà. Donc, plein de choses pour les collègues. Voilà. D'accord. Alors Olivier, vidéaste de l'extrême. Vidéaste de l'extrême. Si, on a eu des expériences. Ah oui, c'est vrai. On a failli pendant les vacances, finir en prison. Oui, on a failli finir en prison. Le vœu pour cette année, c'est pareil, toujours de belles lectures, quoi. Puis de belles histoires en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que s'immerger dans des mondes complètement différents. Alors ça, c'est une passion qui dévore. Et toi donc, Anne-Marie? Moi je suis un peu comme mes collègues, du temps, mais où est le temps pour tout faire? Nous n'aurons pas le temps. Pas le temps, oui, ça on pourrait le... En fait, c'est le credo un peu des retraités, ça aussi. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des retraités autour de cette table. Ah ouais, je crois. Pas trop. Et puis, donc, on a Jean-Luc à la technique. Alors, lui, il va sûrement souhaiter qu'on anticipe un peu plus nos demandes. Et je vois avec un grand sourire. Ouais, la caisse. Et on va faire de notre mieux. Hein. Oui, on va faire de notre mieux. On fera pas pire. En espérant. Alors pour démarrer l'année, on a choisi un thème dont les héros ont autant d'imagination que leurs géniteurs, c'est-à-dire les gangsters. Voilà. Ça commence. La définition du gangster, c'est un membre d'un gang de malfaiteurs. Notre émission parlera donc de flingues, de sang, de méchants, de flics, de margoulins en tout genre et autres caves, truands, escarpes, coupe-jarrets, gredins, etc. Mais quelle est l'origine du mot gangster ? Alors, un gangster, ou Don Carlito, c'est le terme américain qui signifie littéralement membre d'un gang, c'est un malfaiteur, c'est un personnage qui en général n'a ni foi ni loi, mis à part la sienne qu'il tente d'imposer. Le terme est devenu particulièrement évocateur sous le régime de la prohibition aux États-Unis, et là on pense bien forcément aux incorruptibles et à la confrontation dans les années 30 entre Elliot Ness et Al Capone. Mais il n'y a pas qu'en Amérique que la pègre sévit. Proche de nous, en Italie, il y a la tristement célèbre mafia et son organisation tentaculaire. La Cosa Nostra en Sicile, la Camorra napolitaine, et il suffit d'évoquer certains noms comme Lucky Luciano ou Bugsy Siegel pour effrayer les plus courageux d'entre nous. Et oui, partout dans le monde, on retrouve des gangsters ou des organisations qui ont marqué l'histoire du crime. Je pense notamment aux triades en Chine, aux Yakuza au Japon, puis alors là, il faut faire attention aux petits doigts, et aux cartels en Amérique du Sud. Oui, mais la France n'est pas en reste, avec des bandits de grand chemin qui ont marqué l'histoire. On peut citer dans le désordre Jules Bonneau et sa bande, Pierrot le Fou et le gang des tracts sur avant,
Mesrine, l'homme qui a aux 1000 visages, Spaggiari, le cerveau du casse du siècle, etc. Eh ouais, il y en a tellement, et on a souvent tendance à donner un aspect romantique à la vie d'un gangster. Hein. C'est toujours sur la route, à inventer des stratagèmes pour éviter de se faire prendre, c'est de l'argent qui coule à flot, une vie sans retenue et complètement libre. Ça pourrait presque passer pour un aventurier, un gangster. Ouais, mais n'oublions pas qu'un gangster est avant tout un malfaiteur et que son aventure finit toujours mal. C'est vrai. Tous ces personnages hauts en couleur ont inspiré la littérature, le cinéma et bien sûr, entre les deux, la BD. Alors, le toujours mal, Francine et moi, là, comme quoi les malfaiteurs finissent toujours mal. Il n'y a eu pas un mouvement de rébellion, on n'oserait pas, mais il y a quand même un côté dubitatif entre Francine et moi, en se disant ça se saurait, quoi. Il y en a quand même pas mal qui finissent dans le béton. Coulés dans le béton. Alors, ça dépend des gangsters de qui on parle. Il y en a forcément qui passent en gangster les gangsters en col blanc, par exemple, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai, on ne les a pas cités, ceux-là. Ils passent plus facilement entre les gouttes, ceux-là. Alors, Olivier, toi, tu as rencontré Filochard, Ribouledingue et Croquignol. Ça vous dit quelque chose, les amis? Ah oui, ça c'est... J'étais petite. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, oui. Bah, bien sûr. Alors, Ribouledingue, c'est le gros barbu. Et alors, on se fait flinguer de tous les côtés en ce moment. Il y a Jean-Luc qui s'amuse beaucoup. On va finir dans le béton. Attendez, je vais esquiver. Ribouledingue, c'est le gros barbu sympathique. Filochard, c'est le petit borgne au caractère sanguin qui possède une force herculéenne quand il est en colère. Et Croquignol, pour sa part, c'est le grand, assez fin, et c'est la tête pensante de l'équipe. Il est aussi fin que toi? Oui. Presque. Mais je suis pas très tête pensante, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Alors, cette bande de petites escrocs a vu le jour en 1908, sous les coups de crayon de Louis Forton. Leurs histoires ont commencé dans l'hebdomadaire L'Épatant, un petit journal illustré dont Louis Forton, justement, était le dessinateur principal. Alors, pour la petite histoire, au début du XXe siècle, la presse jeunesse comprend que les histoires en images, alors on appelle ça des histoires en images à l'époque, parce que on a souvent, il n'y a pas des phylactères, il n'y a pas de bulles encore, on a les images qui racontent l'histoire et le texte qui est en légende en dessous. Donc, ces histoires en images, la presse jeunesse comprend que pour gagner en public, il faut montrer ça en première page. Ah oui. Donc, on a des couvertures qui se ressemblent. Elles sont très belles. On a du mal, au bout d'un moment, à les différencier. Oui, donc, on a c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. Hein. Elles se ressemblent beaucoup. Ouais. Et on a plein de magazines comme ça, on ne sait plus les différencier. Et en 1908, L'Épatant, il sort aussi son truc, il se dit on va faire pareil, nous on va mettre des BD, c'est ça qui fait venir les jeunes, on va mettre ça en couverture. Mais ils ont quand même l'idée de faire un petit effet spécial. Et cet effet spécial, c'est assez amusant parce qu'ils déchirent la couverture en faisant passer un personnage à travers la couverture. Un personnage qui, comme s'il écartait un rideau. C'est un trompe-l'œil, en gros, ça donne des couverture donc très reconnaissable, d'autant plus que le journal L'Épatant à l'époque, c'est pas très pour les bons enfants, c'est un petit peu pour les canailles quoi. Hein. Et en juin de cette même année 1908, les pieds nickelés font une entrée fracassante à travers cette fameuse couverture dans leur voiture rouge. Donc on a nos trois héros, nos trois petits escrocs, on va dire, qui traversent la couverture. Et donc, c'est leur première apparition. Et donc, ce trio infernal, il va vivre des aventures assez longtemps, figurez-vous, puisque le dernier album réalisé par François Cortegiani et Herlé est paru en 2015. Il s'appelle Les Pieds Nickelés au pays des Bernardins. Donc, c'est dire si ces trois lascars sont des piliers du patrimoine de la bande dessinée française. Ouais, super. Hein, un petit retour dans le passé, comme ça. Bah oui, Charles n'étant pas là. Voilà, il a fallu remplacer. Oui. Donc là, Françoise, j'ai du mal là. Je me remets en haut. Françoise, elle, va faire un petit tour dans notre jeunesse quand même, là aussi. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment, ma jeunesse, peut-être la vôtre aussi. Ouais. Voilà, et c'est ce que j'aime bien dans cette émission, parce que moi je suis moins pointue que certains de mes collègues, effectivement. Et à chaque fois, je découvre des trucs où je vais explorer des choses que je connais. Et aujourd'hui, par manque de temps, parce que je reviens de vacances tumultueuses et lointaines, on ne rigole pas, avec un décalage horaire infernal. Donc ma chronique va porter sur un héros qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Alors c'est une saga, à mon sens, mais aujourd'hui on dirait une série, parce que ça fait plus moderne, mais je dirais une saga, à savoir Lucky Luke. Et là, Olivier, quand je lui ai dit Lucky Luke, il m'a dit c'est pas un bandit, parce que moi j'étais parti sur les bandits, pas sur les gangsters. Oui, mais
Mais non, malgré tout, parce que dans Lucky Luke, il y a plein de bandits, ou de gangsters comme vous voulez, mais c'est plus des bandits, à la définition du bandit, de tout poil, de tout genre, qui sont plus mauvais les uns que les autres. Alors l'origine de cette bandité, ou de cette bandititude, je ne savais pas comment dire, alors à chaque fois, et là j'ai confié à Anne-Marie un texte de Rousseau, parce que Lucky Luke et Rousseau, ça parle. Okay. Alors, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez stupide pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres et d'horreurs auraient été pas épargnés au genre humain. Celui qui, arrachant les pieux et comblant les fossés, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre est à personne. » Je sais pas, moi ça m'a parlé quand j'ai relu Rousseau. J'aime bien Rousseau. Il existe pas en BD, je crois pas. Parce que la base des actes de ces bandits, justement, c'est de piquer des trucs aux autres, à chaque fois. C'est toute la base de la bande dessinée. Alors, dans Les Barbelés sur la prairie, c'est de s'approprier la prairie, justement, de déposséder les propriétaires, les petits propriétaires. Chez les Dalton, c'est notre pognon qui vise, qui est rangé dans les banques. On en a plein, chacun. Jesse James, c'est prendre l'argent des riches pour le distribuer, mais à lui-même, c'est ça. Dans À l'aube des Derrick, c'est l'attribution du pétrole. C'est que de la fiction, effectivement. En remontant le Mississippi, c'est le monopole du transport avec les bateaux. Et donc, tout tourne autour de ça. Alors, ils se les piquent, ils bousculent un peu tout le monde. Donc, ça se passe au Far West, entre 1860 et 1900. C'est quand même une grosse période d'opportunité. C'est la période de la ruée vers l'or, de la création du Poney Express, de la ruée vers le pétrole, du chantier ferroviaire, des rails sur la prairie, du télégraphe. Alors, des bandits, il y en a. Il y en a plein à l'époque, des voleurs, des tricheurs, des tueurs à gages, des mystificateurs. Je pense au juge Roy, qui n'a pas trop tué, mais enfin qui était quand même bien mystificateur, à tous les marchands de potions de perlimpinpin qui existaient sur la route, les chasseurs de primes, ceux qui malmenaient les Indiens, voilà. Et dans un pays qui était vierge, immense, plein d'opportunités, de zones de non-droit. Donc là, ça a été la place de la cupidité, de la violence, des lynchages et des pendaisons. C'est même marqué que les pendaisons, ça distrayait. Oh mon Dieu. La crémaillère, je veux bien, mais bon, le reste, ça me fait moins rire, quoi. Alors, même si dans la BD de Lucky Luke, il nous semble quand même un peu innocent. Moi, quand je le lisais, c'était mignon, quoi. Il est gentil, Lucky Luke, c'est même un peu naïf, avec un Lucky Luke impassible. Bon, il y avait un Jolly Jumper facétieux, un rentemplant plus meurt que lui, tu meurs. Des bandits, toujours, sont un peu ridicules, un peu, je sais pas ce que tu me dis. Bref, on y trouve tous les aspects des âmes noires. Alors, ces bandits sont soit réels, soit imaginés, mais ils ont été très bien modernes quand même. Alors, cette saga série a longtemps été censurée quand même. Alors là, ça m'a épaté. Les danseuses de cabaret, elles ont longtemps été interdites parce que peu vécues. Quand on les a mises sur des tableaux, on les a masquées. Les histoires ont été réécrites parce qu'elles étaient trop violentes. Par exemple, Billy the Kid, il suçait un pistolet, on lui a interdit, on l'a enlevé. Parce qu'il ne fallait pas qu'il suce un pistolet, donc on a remplacé par autre chose. C'est revenu après. La lecture était interdite aux enfants parce que ça pouvait les pervertir. Et quand même, la dernière modification, c'est en 83. C'était hier, quand même, on était tous nés, où Lucky Luke a dû quitter sa cigarette pour un brin de paille. Alors, heureusement, on n'a pas brûlé toutes les anciennes éditions. Et moi, j'ai retrouvé, même si c'est pas bien, un Lucky Luke avec une clope. Ah oui, là-bas. Et voilà. Il est là-bas. Il est là-bas. Oui, il est là-bas. Enfin, il y en a effectivement. Alors, l'auteur, c'est Maurice, qui est belge, évidemment. Moi, j'aime les Belges, qui s'est inspiré de son passage aux USA en 1948 pour développer ses histoires. Son allié principal, c'était Goscinny, dont on trouve la patte humoristique, avec par exemple, c'est lui qui a inventé la phrase « l'homme qui tire plus vite que son ombre », qu'on connaît tous et qu'on reprend à foison, qui a fait le développement intellectuel de Jolly Jumper, qui gagne aux échecs et qui grimpe aux arbres, ou alors en templant le chien le plus bête de l'Ouest. Et même la ritournelle à la fin, et même pour Lonesome Cowboy, on la connaît. Alors les histoires, elles sont parues en épisodes dans Spirou, qui sont regroupées en albums ensuite, il y en a plus de 80. Elles ont été chez Pilote, elles ont été chez VSD, ça a été chez Pif Gadget. C'est un triomphe que cette saga, et le relire avec mes yeux d'adulte au lieu de ceux de l'enfant que j'étais, m'a fait réfléchir, cette opposition du bien et du mal, autour de la propriété et du vol, c'est tellement d'actualité. Il y a des phrases d'ailleurs rigolotes qui disent « le barbelé autour de moi, c'est ma liberté », ou alors « la fortune sourit aux malhonnêtes ».
Merci. Il me reste une phrase. Il me reste une phrase. Si les infos et les journaux télévisés vous lassent, alors lisez Lucky Luke, parce que vous verrez que les politiques, les analystes et les philosophes, ils n'ont rien inventé. Ou allez également aussi à Paris, à la galerie Hubert Sylvain, où il y a une exposition ce mois-ci, justement, sur Lucky Luke. Sur les Maurice et Lucky Luke. J'ai bien. Merci. Francine. Merci, Eh bien, Francine, comme tu avais la parole, apparemment, tu as des fréquentations peu recommandables, ma chère Francine. Il paraît que tu connais un certain Alphonse C, qui serait né à Brooklyn à la fin du 19e siècle. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais on m'a raconté son histoire. Et justement, pour raconter la vie de la figure américaine emblématique du crime organisé des années 30, je veux parler d'Al Capone, bien sûr. Swan Meradi et Pierre-François Radis se sont inspirés de son autobiographie. Son témoignage étant très subjectif, 12 euphémismes, il a fallu, si j'ose dire, rectifier le tir, ce qu'ils ont fait très habilement dans Al Capone, un album paru en 2022 aux éditions Sarbacane, en nous livrant la vraie fausse histoire du plus grand gangster de tous les temps. Alors nous sommes en 1938 dans la prison fédérale d'Alcatraz. Dans sa cellule, Al Capone tente de se justifier auprès de la mama. Tout ce qu'on raconte sur lui est faux. Lui, un tueur, un voleur, un coureur de jupons. Pure médisance. Lui qui, au contraire, est un bienfaiteur en ayant donné du travail à des milliers d'Italiens. Et le voilà parti à raconter son histoire. Achis ne ment pas à sa mère. Son histoire ? D'abord son enfance à Brooklyn, où il a grandi dans une famille très pauvre, son côté gamin des rues, roublard et bagarreur, ses premiers pas, puis son ascension dans le milieu de la pègre locale, son culot, son flair d'avoir compris avant les autres les énormes profits qu'il pourrait tirer de la contrebande d'alcool durant la prohibition, en mettant en place un système d'acheminement de celui-ci. Poursuit ensuite son propre système de distillation, ce qui fera de lui le roi de Chicago, ne reculant devant rien pour éliminer ses adversaires, même les jours de Saint-Valentin. Et puis ce sera la chute et son incarcération dans cette prison d'où il sortira fatigué, miné par la syphilis, atteint de paranoïa et en proie à des hallucinations. Moi menteur, moi assassin, moi fou. Pour définir Al Capone, on pourrait reprendre les titres de la trilogie d'Altaripa, à laquelle il conviendrait d'ajouter « Moi beau parleur, moi tricheur, moi coureur ». Alors, une des grandes réussites de l'album réside dans un choix narratif et scénaristique très efficace. Le décalage, voire la contradiction, entre le texte, récit édulcoré, romancé d'Al Capone, et la réalité d'une extrême violence retranscrite, elle, par l'illustration. Écoutons ce qu'en a dit Pierre-François Radis en 2022 au livre Sur la place. On a joué là-dessus et moi j'ai pris un vrai malin plaisir à justement m'amuser avec le dessin et qui était vraiment à l'opposé du texte. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est une montée dans le récit. C'est-à-dire qu'au début, on se pose un peu la question, la première lecture, de c'est bizarre, ça ne correspond pas exactement, mais c'est des petites choses. Et du coup, on a cette montée un peu en puissance à la fin de l'album où vraiment il y a une énorme confrontation. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est je m'imagine une petite souris et voir le lecteur, quoi. On joue un petit peu avec lui. Et aussi avec cette idée de Capone était fou et malade, mais il était aussi quand même convaincu de ce qu'il disait. Donc il y a un peu un côté Donald Trump dans ses fake news, et il est sûr de ce qu'il dit, il est sûr de ce qu'il croit, de ce qu'il pense. Et du coup, on a joué un petit peu avec ça aussi, de montrer au lecteur qu'il était aussi convaincu, mais il était aussi un peu fou, un peu malade, et il était quand même mythomane. Et donc on essaie de mélanger un peu tout ça, et on essaie de s'éloigner un peu de l'image du gentil mafieux où bon, il a tué mais c'était des autres mafieux donc c'est pas très grave, alors que quand même c'est assez énorme ce qu'il a fait, et c'est marrant en tout cas moi je me suis beaucoup amusé à le mettre en dessin et de confronter avec le texte. Alors l'autre réussite, quant à elle, tient à l'illustration de Pierre-François Radis. On est rapidement conquis par sa mise en scène ultra dynamique, son récit, son trait charbonneux, son travail sur la couleur, qu'il s'agisse des tons chauds au charme rétro ou du bleu profond des scènes nocturnes, sans parler de la représentation stylisée tout en rondeur d'Al Capone. Alors pour terminer, je soulignerai l'élégance de l'album avec son liseré et sa calligraphie art déco déjà présent sur la couverture, qu'on va retrouver sur la page titre, ainsi que les pages annonçant les différents chapitres et encadrant la numérotation des pages. Par le procédé scénaristique utilisé, Swan Meradi et Pierre-François Radis ont réussi à brosser un portrait fort juste de ce personnage hors norme aux multiples facettes, cette vraie fausse histoire du plus grand gangster de tous les temps, par son côté décalé, l'humour qui s'en dégage,
page, en dépit de la gravité des faits relatés, nous permet de passer un excellent moment de lecture. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Ah, bah certainement pas. Bah non. Oh, bah alors là, surtout si c'est un conseil de Francine. Bah oui, je suis toujours à la lettre. Ça nous l'a bien vendu, franchement. Vous l'avez bien vendu? Ah, ouais. Mais ouais, je continue à bien le vendre. Ah bah super. Et là, je vois que David a un peu les crocs. Je sais pas, j'ai l'impression que là, t'es un petit peu sur les lents. Attention. T'as choisi aussi quelque chose qui se situe dans la période de prohibition. Ah bah on est complètement dedans. On est complètement dedans, effectivement. Alors là, je vais parler rapidement de Moonshine, en fait. Hein. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai pas envie de trop spolier. Alors, je vais vous parler vraiment... Alors, c'est un ouvrage en 5 tomes. Je vais vous parler du premier, en essayant de pas trop dévoiler des choses, parce que je trouve que l'intérêt du bouquin réside dans l'idée de découvrir. Alors, grosso modo, c'est en 5 tomes, hein, chez Urban Comics, mais dans la collection Urban Indies, indépendant. 1929, les États-Unis sont en pleine prohibition. On retombe un petit peu dans cette fameuse période. Lou Pirlo, un jeune criminel à la solde de Joe Masseria, The Boss, est envoyé en Virginie s'assurer de la collaboration d'Hiram Holt, l'un des meilleurs producteurs d'alcool de contrebande du pays. Il fait un alcool, Joe, il veut cet alcool pour écrémer complètement la ville de New York. Une mission taillée sur mesure pour le jeune tueur à gages, un peu trop impatient de faire ses preuves car à sous-estimer la famille Holt, malgré tout, Lou s'apprête à frayer avec plus fort que lui. Ça va pas bien se passer en fait, et bien plus effrayant que lui encore. La vie de Lou Pirlo va être bouleversée, véritablement. Hein, on l'envoyait toujours dire simplement, écoute, tu vas bosser pour Joe Masseria, puis ça suffit quoi. Ah, il disait ça, puis les gens s'écrasaient. Là, d'un seul coup, la famille, ils n'en ont rien à secouer. Il dit, il va falloir que je négocie. Et là, c'est plus trop mon créneau. Moonshine est à la fois la toute dernière création des auteurs de 100 Bullets, donc de Brian Azzarello et Eduardo Risso au dessin. Un récit rare, maîtrisé, entre thriller et horreur. Il y a une ambiance qui est vraiment flippante. Si un problème vous arrive dans cet endroit de Virginie, c'est pas la peine de venir vous rechercher. On vous retrouvera jamais. On va vous enterrer quelque part et c'est terminé. Si vous n'êtes pas du coin. Il y a un côté brusque, il y a un côté mystique aussi également. C'est pour ça que je ne veux pas trop en dévoiler parce que justement, c'est mystérieux quand même, ce côté mystique, il apporte des choses très très intéressantes. Sur un postulat de départ qui peut sembler assez basique, on est sur les gangs, la prohibition. On glisse tout doucement du deal vers le fantastique et l'horreur. Et justement, voilà, je ne veux pas en dire de trop. Je m'arrêterai presque là. Mais en tout cas, je vais peut-être plutôt parler de Brian Azzarello et Eduardo Risso au dessin. Brian Azzarello, il travaille essentiellement avec des dessinateurs argentins, Eduardo Risso. Mais il a aussi travaillé avec Richard Corben, Jim Lee, ou encore l'espagnol Jordi Bernett. Donc on en parlera plus tard. 100 Bullets, c'est une série de longue haleine, hein, généralement avec de multiples ramifications, et toujours au dessin Eduardo Risso, depuis 1999. L'œuvre de Azzarello est faite de récits complexes, durs, souvent violents. Il utilise abondamment la diversité des langages, l'argot, le jargon local, où l'histoire se déroule, les rednecks, les hispanos, etc. Il a également travaillé sur des séries de super-héros emblématiques, tels Superman, Batman, avec Lee Bermejo, ou encore Luke Cage, Spider-Man, Hellblazer, Constantine, créé par Alan Moore. Il a gagné également différents prix, le prix Eisner en 2002 pour 100 Bullets. Eduardo Risso, lui, c'est un dessinateur argentin. Son œuvre est plus connue sur la série 100 Bullets pour le label Vertigo. Risso est né en 1959 dans la région de Cordoba, en Argentine. Il parle pas l'anglais, donc généralement il travaille avec des traducteurs. Enfin voilà, on lui fournit le matériel. En 81, il commence sa carrière en France sur la série Fulu. Je ne sais pas si j'en parlerai peut-être à l'occasion. Cette série-là, elle me plaît bien, avec au scénario Carlos Trio chez Glénat en 5 tomes, ou sur la série Je suis vampire de Carlos Trio également au scénario chez Albin Michel en 4 tomes. Il a également travaillé avec Abouli sur Torpedo 1972, donc un Torpedo plus âgé, plus vieux à notre époque. Voilà, donc petit encart, mais je le conseille vraiment, une très belle série qui mélange savamment prohibition et thriller et surnaturel. Thriller et surnaturel. Magnifique. Bien. Moi, ça me plaît bien. Bah oui, c'est très alléchant tout ça. C'est bien vendu aussi. C'est très bien vendu. Le son des bulles sur RCN. Mon papa est un gangster.
gangster. Olivier est à fond, à fond, à fond. Allez, ouais, tu ouais, vas continuer avec tes vieilles histoires? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par qui on va continuer? Quelqu'un qui est, comme dirait Coluche, patibulaire, mais presque. Ben justement, c'est patibulaire. Alors patibulaire, bon, on le connaît tous, hein, c'est le gros malfaiteur, malhonnête, l'ennemi juré de Mickey. Il a été créé en 1925 par les studios Disney. Alors il apparaît au départ dans des petits dessins animés, ce qu'on appelle les Alice Comedy. Alors c'est des petits dessins animés qui mélangent un petit peu la réalité, une jeune fille Alice qui est réelle, et puis des cartoons. Hein, donc c'était assez sympa, c'est les premiers courts-métrages de Disney. Et Mickey et Patibulaire, eux, se rencontrent en 1928 dans Steamboat Willie, le dessin animé qui marque la naissance officielle de Mickey. Pour la petite histoire, figurez-vous que Mickey Mouse vient de fêter ses 95 ans. Oui, comme je disais, il est né en 1928 officiellement. Un petit jeune. Un petit jeune, bien sûr, comme nous. On va le faire venir. Et donc, il vient de tomber dans le domaine public. Dans le domaine public. Ben voilà, ça veut dire que le personnage, maintenant, il est libre de droit et d'usage. Ça, c'est la loi américaine qui stipule que... passer un certain délai. 95 ans de protection. Et au bout de 95 ans, ça tombe dans le domaine public. Mais uniquement ce petit personnage. Uniquement le personnage... De cette époque. Effectivement, c'est une bonne précision, David, parce que c'est la première version de Mickey qui apparaît justement dans Steamboat Willie. C'est le lien que je fais avec le patibulaire. Et les versions les plus récentes, elles, il ne faut pas y toucher, hein, parce que là, faire gaffe. D'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous voulez utiliser la première version de Mickey, de faire gaffe quand même, parce que les Disney, ils ont quand même des bons avocats, même si c'est tombé dans le domaine public, n'allez pas utiliser ce premier personnage de Disney et le mettre dans un environnement qui n'est pas du tout cohérent avec leur truc, parce que eux, ils ont quand même des bons avocats. Moi, j'en ai peut-être moins. Au Son des Bulles, on a régulièrement des procès tellement on est connu. D'ailleurs, il faut qu'on finisse bientôt parce qu'il faut qu'on aille au tribunal. Donc voilà. Et donc voilà, même pour dire que même Patibulaire, cet immonde crapule, possède aussi les meilleurs avocats du monde. Voilà. À noter qu'un album est paru chez Glénat en 2021. Alors là, je retombe sur Patibulaire et Mickey, et ça s'appelle Mickey et les 1000 pattes. Une histoire moyenâgeuse où Patibulaire trouve une potion qui arrive à le cloner à l'infini. Et qui a écrit cette petite histoire? Thierry Martin, notre ami, qu'on salue et qu'on souhaite une bonne année. Une bonne année, exactement. Il bosse plein pot, là, on voit sur son Facebook, ça travaille. Tout à fait. Voilà pour cette petite histoire. Eh bien, merci Olivier. Eh bien, maintenant, on va passer à la chronique de Mirko, assez peu en conseil. On est allé le rencontrer à la parenthèse. Bien, bonjour à tous pour cette émission spéciale Gangster, en discutant avec Olivier. Moi, quand on parle de gangster, évidemment, il y a toute une dimension romantique, romanesque, autour de l'image du gangster. Une mythologie qui fascine encore certaines stars du hip-hop, où on pense aussi à Frank Sinatra qui s'acoquinait à Las Vegas avec des gens du milieu. Mais malheureusement, on oublie beaucoup que ce sont des bandits, ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des gens qui amassent de l'argent sur la misère humaine, sur la mort. Et donc, même si ça reste des personnages fascinants, et le monde du crime est un univers fascinant, au même titre que les serial killers peuvent fasciner. Moi, j'ai essayé de choisir une sélection de personnages, pas du tout romantiques, et essayer quand même de montrer que voilà, c'est des bandits. C'est des bandits. Trois choses un peu plus anciennes. Tout d'abord, en parlant de gangsters, je ne pouvais pas ne pas parler du duo, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je présente leurs ouvrages, ils sont brillants et c'est génial. Ed Brubaker, Sean Phillips, ils ont créé une série qui s'appelle Criminal, tout est dans le titre. On va suivre une galaxie de personnages dans une Amérique, on va dire 80-90, très poisseuse. Des liens vont se diriger entre chaque personnage.
Un personnage principal d'une série va être un second plan dans une autre série, et ainsi de suite. Ça va être un récit choral, un récit choral. Ça va être plutôt un peu comme dans Pulp Fiction, les personnages se croisent les uns aux autres et tout ça. C'est brillant, c'est dur, c'est sombre, c'est des vrais méchants bien durs. Une nouveauté qui arrive, presque un documentaire, Le Fauve de Corleone, l'histoire vraie d'un parrain de la mafia de Corleone, donc petit village de Sicile, Salvatore Riina. C'est lui qui a commandité le meurtre du juge Falcone, 600 kg d'explosifs cachés sous la route. Ils ont fait sauter, ils ont tout détruit. Il porte bien son surnom de Fauve, puisque c'est un homme, on va le voir à travers l'histoire, toute sa carrière, toute son ascension est passée par les armes et par le meurtre de sang-froid de personnes, hommes, femmes, pas enfants, mais à mon avis, s'ils étaient dans le coin, ils y passaient. Évidemment, il se pose comme, pas tout à fait une victime, mais comme quelqu'un qui n'avait pas le choix. Le choix, on l'a toujours, même si le point de départ à son introduction à la Cosa Nostra, qui démontre que c'est un univers cloisonné, avec un code d'honneur qui ne s'applique que quand ça les arrange, et bien malgré tout, ça reste un univers brutal et des gens brutals. Univers brutal qui est souligné par justement le dessin charbonneux de Facundo Percio, qui est un dessinateur argentin. Il avait déjà fait Les Croix de bois, récit sur la Première Guerre mondiale. Et bien là, toujours ce dessin hyper sombre soutient le propos de cet univers dur. Je ne pouvais pas aussi ne pas parler de Parker. C'est Richard Stark, c'est un personnage créé par Richard Stark, maître du polar, dessiné par Darwin Cook, maître de l'élégance graphique. Parker, il a été trahi par la femme qu'il aime, laissé pour mort. Finalement, il revient pour se venger et récupérer ce qu'on lui doit. C'est un homme implacable, violent, sans état d'âme, puisque après tout, on l'a truandé. Il vient juste récupérer ce dont il mérite, surtout. Et puis enfin, Tyler Cross, autre homme implacable. Les auteurs Fabien Nury et Bruno le décrivent comme quelqu'un qui commet des braquages. Il ira en enfer. En attendant, il continue à commettre d'autres crimes. Trois histoires complètes sur un homme pareil, un peu comme Parker, froid, calculateur, et qui fait tout pour réussir, survivre et faire son chemin. Eh bien, merci à Mirko. Alors maintenant, on a Olivier qui... J'avais juste une petite question. Je m'y retrouve. Si je vous dis bandit qui vole aux riches pour redonner aux pauvres, ou voyou érudit, un tantinet gentleman qui signe ses forfaits par un petit mot, vous pensez à qui? Arsène. Robin des Bois. Arsène des Bois. Non, Arsène Lupin. Oui, un peu les deux en fait, parce que dans ce registre, on connaît Arsène Lupin et Robin des Bois, forcément, mais un peu moins Alexandre Marius Jacob. Et à l'instar de ces deux héros, lui a vraiment existé. Alors pour mieux le connaître, je vous propose la lecture de l'album Le Travailleur de la Nuit, scénarisé par Mats et illustré par Léonard Cheminot. Alors, l'album que je vous présente est donc une biographie d'Alexandre Marius Jacob. Et le début de sa vie, à lui, c'est un peu une histoire de marin contrarié. Alors, ses parents tiennent une boulangerie sur le vieux port de Marseille, pendant que lui, tout gamin, il joue à tout ça. Et en même temps, il fait des petites lectures de son côté. Il lit beaucoup Jules Verne, notamment. Et à un moment donné, il a envie d'aventure.
Et ce qu'il fait, il s'engage dans la marine. Alors, il a 12 ans. Il s'engage comme mousse. À l'époque, apparemment, ça posait pas de problème aux parents. Et donc, il est parti faire le tour du monde. Alors, il a visité des villes comme Oran, Dakar, Conakry, Monrovia. Il a même été jusqu'à Sydney. Et là, il a vécu une petite période de piraterie, mais c'était pas son truc parce que c'était quand même des tueries, des assassinats, on volait, etc. Lui, ça lui plaisait pas. Ce qu'il voulait, lui, c'était devenir capitaine. Capitaine, c'est quelqu'un de droit, d'honnête, avec une posture comme ça. Alors, il a poursuivi ses voyages, il a étudié en même temps l'océanographie pour devenir capitaine. Mais le problème, c'est que le jour de l'examen, il est tombé malade, le pauvre. Parce que ses voyages lui ont un peu fragilisé la santé. Et son rêve de devenir capitaine est tombé à l'eau. Pour un capitaine, c'est dur. Oui, c'est un peu dur. Donc, retour à la terre ferme, mais ses rêves, ses voyages plutôt, lui ont montré certaines choses, comme il a vu la jet set, les gens un peu riches, et aussi il a côtoyé dans les bas-fonds, dans les cales des bateaux, les esclaves, les bagnards qu'on envoyait à l'autre bout du monde. Les voyous. Et tout ça, les voyous, oui, et tout ça, c'est un petit peu mariné dans sa tête. Et il en retire une chose, c'est que de ses voyages, il a fait le tour du monde, il a vu le monde, et pour lui, le monde n'est pas beau. Ah. Voilà. Et à ce moment-là, tu me fais une relance. Alors, c'est pas grave. J'ai perdu la relance. Alors, parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu sa carrière de gangster. Et on y vient parce que, ne pouvant plus être marin, il retourne sur la terre ferme, il va revoir ses parents, et là, il continue, il étudie, et il devient typographe. Et dans son métier, il côtoie des gens qui vont lui faire fréquenter les milieux un peu anarchistes. Et là, le discours anarchiste, quelque part, ça fait résonance dans sa tête et puis dans tout ce qu'il a vécu en termes de marin. Chez les anarchistes, il y a deux courants. Les terroristes, ceux qui veulent faire tout sauter. Tout péter. Voilà, exactement. Oui, exactement ça, l'assassinat, les attentats. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les légalistes, ceux qui estiment que le pouvoir est obtenu par les élections. Et Alexandre Jacob, lui, il penche plutôt sur ce mouvement non violent. Et il prône la reprise individuelle. Alors, la reprise individuelle, ça vous parle un petit peu ? Reprise individuelle. La reprise individuelle. Du coaching. Pour faire court, c'est comment ? Du coaching. Du coaching, peut-être. Ouais. Pour faire court, c'est reprendre aux riches ce qu'ils ont pris aux pauvres, mais pour les redistribuer aux pauvres. Ah oui, c'est toute une philosophie. C'est un peu le discours de Robin des Bois. Et c'est comme cela que Alexandre Jacob devient cambrioleur. Mais attention, avec une ligne de conduite. Éviter à tout prix de verser le sang, sauf pour protéger sa vie, sa liberté. Ne voler que les métiers jugés injustes. Et une partie de l'argent volé doit être reversée à la cause anarchiste et aux camarades dans le besoin. Et en 1900, il crée le gang des travailleurs de la nuit, un gang très très organisé, il y a plusieurs équipes, c'est une méthode bien réfléchie, ils ont du matériel de pointe qui ont été cherchés en Amérique, et c'est un gang qui va sévir jusqu'en 1903, date où il est arrêté, le fameux Alexandre Jacob, jugé en 1905 et envoyé au bagne en 1906. Il a retrouvé ses copains bagnards du fond de cale. Ça, il a retrouvé sa vie parce de que marin. c'est une histoire vraie, c'est ça tu as Et dit au c'est début, une c'est histoire ça, vraie, ouais. Et le reste de sa vie, alors, qui est encore longue, parce que le bagne, c'est pas la fin de sa vie. Le reste de sa vie, mouvementée et incroyablement romanesque, je vous laisse la découvrir à la fin de l'album. Et effectivement, comme tu le soulignais, Françoise, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une biographie. Et c'est pas un personnage inventé. Et ce fameux Alexandre Jacob, avec sa vie un peu d'aventurier hors norme, soi-disant que on a souvent dit que c'était l'inspiration pour Arsène Lupin, même si Gaston Leroux a dit que non, pourtant ça tombait pile poil à peu près au moment. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un album qui moi, est trouvé intéressant. Les biographies, j'adore ça. En bande dessinée, parce que c'est toujours... ça rajoute une dimension incroyable, en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis c'est ludique, puis on accroche bien. Comment ?
Non, moi pas, les biographies. T'aimes pas les biographies en roman? Oui, mais en forme Que ce soit bien fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, d'Al Capone. Voilà, c'est ça. Faut qu'il y ait autre vraiment chose. ça. Faut qu'il y ait autre chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Pour ça. moi, voilà. Exactement. Alors celle-ci est pas trop mal faite, et même bien faite. C'est fait par Mats, qui est un spécialiste de ces histoires un peu de thriller, de polar. Notamment, il a fait Le Tueur, Tango, Le Grizzly et dernièrement Le Serpent et le Coyote. Donc ça, c'est le polar, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Et il a vraiment, moi je trouve, bien scénarisé cette biographie. Et le dessin de Léonard Cheminot, qu'on retrouve dans la Bibliomule de Cordoue. Franchement, ça retranscrit bien les différentes époques traversées et c'est un bon support de la narration. C'est une lecture très plaisante. Donc voilà, je rappelle, Le Travailleur de la nuit de Mats et Cheminot aux éditions Rue de Sèvres en 2017 et on le trouve encore facilement en librairie. Merci Moi, j'ai Olivier. une question. Oui. Quand il a échoué à son examen de capitaine, je crois qu'il s'était essayé à piloter quand même, et c'est lui qui a conduit le Titanic. Mais On la retrouve dans un canot juste après. On va vérifier. On va vérifier. Il a dû dormir, je pense. Ouais, et cela dit, vous allez sur Wikipédia, Oui. vous trouvez toute sa vie et c'est incroyable. Merci. bouquin. Eh bien maintenant, Francine, qui est toujours à l'affût des sorties, a bien remarqué, avant que Mirko nous en parle, que la sortie de l'album de Jean-Dominique Morvan, Facundo Jean-David Teillo. Morvan. J'ai dit Je comment t'ai dit Dominique. Jean-David. Pas confondre avec Dominique Bertaille. Oui, Ah là, oui, Jean-David voilà, Morvan. oui, je pense que de temps en temps je fais un mélange. Vladimiro Merlino, que vous pouvez dès à maintenant retrouver dans vos meilleures librairies indépendantes. Depuis ce matin, à vrai dire. Voilà. Enfin, depuis hier, on va dire. Oui, voilà. Puisqu'il est sorti mercredi, il est sorti pas plus tard qu'hier. Et d'ailleurs, Mirko m'a fait une excellente entrée en matière. Je le remercie beaucoup. Donc, effectivement, pas plus tard qu'hier est sorti aux éditions Delcourt Le Fauve de Corléone avec Jean-David Morvan au scénario et Facundo Persio, assisté de Vladimiro Merino et Facundo Teillo au dessin et à la couleur. Alors, prix 19,99 €. J'ai dit que maintenant, je donnerai le prix de mes albums. C'est vrai que ça peut être Alors, intéressant. un bon prix. Est-il encore besoin de présenter Jean-David Morvan? Oui. Alors, scénariste prolifique, prix Goscinny 2022 à Angoulême. On lui avait d'ailleurs consacré une chronique, Jean-David et ses drôles de dames, l'an dernier dans l'émission Super Nana. Alors, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast. Et Simone était une de ces drôles de dames. Et pour rester dans l'actualité, je signale que paraît également la semaine prochaine le 2e tome de Simone aux éditions Glénat. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos fauves. Alors, Le Fauve de Corléone a pour sous-titre Vie et mort de Tonorina, parrain de la Cosa Nostra. Alors, autre temps, autre mœurs. À côté de Totorino, le Fauve de Corléone, Al Capone passerait presque pour un enfant de cœur. En ouverture du récit, une blanche colombe survole Palerme, le 18 mai 1939, comme un heureux présage pour celui qui vient de voir le jour, le petit Giovanni Falcone. Présage ô combien mensonger quand on sait que quand on connaît le destin tragique du juge Falcone. Puis direction Corléone, Sicile, le 11 septembre 1943. Le jeune Salvatore travaille au champ avec son père et ses frères. En voix off. Je suis un agriculteur, un paysan qui travaille honnêtement, comme ma famille, mes parents et mes grands-parents. Ça, c'est ce que tu as dit au juge lors de ton procès. Merci Olivier et David. Alors oui, on va retrouver ici le même procédé scénaristique que pour Al Capone. Tous deux sont incarcérés et reviennent sur leur passé. Al Capone s'adressait à sa mère, Totorina à un mystérieux interlocuteur. Je ne vous en dirai pas plus sur son identité, je ne veux pas tout dévoiler quand même. Alors, grand saut dans le temps, nous voilà maintenant le 23 mai 1992, jour de l'assassinat du juge Falcone. 600 kilos d'explosifs pour faire sauter l'autoroute à son passage, représenté par une spectaculaire double page charbonneuse en noir et blanc. Alors, d'une explosion à l'autre, on retourne au 11 septembre 1943, où la manipulation d'un obus allemand causera la mort de son père et de l'un de ses frères, en handicapera un autre. Toto il curto, Toto le petit, comme le surnommaient les autres en se moquant de sa petite taille, il ne faut pas oublier qu'il mesurait 1,58 m adulte, avait alors 13 ans. Alors à partir de là, on va suivre son passage du travail des champs
à la Cosa Nostra, son ascension au sein de l'organisation, le maxi procès de Palerme en 86-87, pour lequel on construisit une salle spéciale octogonale permettant d'accueillir simultanément 474 accusés, leurs avocats, les juges, les carabiniers, les témoins, les traducteurs et les journalistes, et qui vit sa condamnation par contumace jusqu'à l'attentat en 92 contre le juge Falcone et son arrestation 8 mois plus tard. Alors, instigateur, afin d'arriver au sommet de la seconde guerre de la mafia, conflit interne à la Cosa Nostra qui fit environ 1 millier de morts au début des années 80, devenu le parrain des parrains, il s'attaque ensuite à l'État italien, ce qui est contraire aux usages de la Cosa Nostra qui préférait la corruption, en commanditant l'assassinat de ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Alors, le nom de Falcone est resté dans toutes les mémoires, mais il y en a d'autres, ne serait-ce que son collègue avec lequel il travaillait en étroite collaboration au sein du pôle anti-mafia, le juge Paolo Borsellino, qui fut assassiné 4 mois plus tard. Alors, le tout est servi par la mise en scène spectaculaire et la mise à page extrêmement variée et ultra dynamique de Facundo Persio, jouant avec les codes de la BD, sortant des cases, offrant des pleines pages époustouflantes, usant avec une grande subtilité des variations de bichromie, ocre, sépia, carmin, gris bleuté, lors des changements de lieu ou de temporalité, ce qui confère une grande lisibilité au récit. On retrouve aussi toute la virtuosité du dessinateur argentin, dont ce n'est pas la première collaboration avec Jean-David Morvan. Ils avaient déjà réalisé ensemble 2 albums remarquables, Les Croix de Bois en 2020 et La Ferme de l'Enfant Loup en 2021 chez Albin Michel. Facundo Persio a également signé plusieurs couvertures de la série Les Serial Killers, parue chez Glénat, série scénarisée par le même Jean-David Morvan. Alors, il est grand temps de conclure. Ne ratez pas ce récit impeccable et implacable qui restitue de façon magistrale un pan de l'histoire de Cosa Nostra en dévoilant tous les rouages. Il suffit d'aller voir le documentaire en 2 parties Corleone et le parrain des parrains sur Arte pour voir à quel point la BD solidement documentée, tant dans la narration que dans la représentation graphique, est juste. Merci Francine pour tous ces détails, ces précisions. Et oui, c'est vraiment... On a vraiment envie de le lire. J'aime bien la description. Il commence tout bébé, quoi. On le voit bébé, puis innocent. Oui. Ah non, mais le bébé, c'est le juge. Ah oui, d'accord. Oui. C'est le juge, il rentre comme ça. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à David, qui nous l'avait promis. C'est un dur à cuire du crime organisé des années 30, réuni dans une intégrale à ne pas rater. Ah oui, alors celle-là, Torpedo. Alors, vraiment, si je devais être un top 10 de mes BD, c'est celle-là, en fait. Hein. Mais Torpedo, l'intégrale. toutes les semaines. Ah oui, du coup, c'est vrai qu'au top 10, il commence à se resserrer un peu, mais c'est le top 10. Faudrait que je vous fasse mon vrai top 10 un jour, quand même. Je vous le dévoilerai pour de vrai. Torpedo, l'intégrale de chez Vent d'Ouest, avec donc Abouli au scénario, Bernett et Toth. On est à New York dans les années 30. Plongez avec moi dans Torpedo, de son vrai nom Luca Torelli Petrosino, dit Torpedo. Au scénario, on retrouve donc Sanchez Abouli. C'est le surnom d'un tueur à gages, Torpedo. C'est notre personnage principal. Oh, ce n'est pas un héros, c'est un personnage sombre. Vous trouvez dans cette intégrale de la violence contre les hommes, contre les femmes, contre les chiens, contre les bébés, enfin, contre les enfants. C'est un gangster pur jus. Hein. Alex Toth, dessinateur, pose en premier un travail puissant. Le jeu des noirs, des blancs, des textures, la composition des images, au fur et à mesure, Torpedo prend ce caractère peu sympathique. Il a ce côté Humphrey Bogart, des films noirs, des polars. Bon, il tombe souvent amoureux de filles et souvent cela entre en conflit avec ses propres intérêts, ses contrats professionnels. Hein, c'est un peu... il aime les femmes, quoi. Torpedo, il y a de la manipulation de toutes parts et notre petite frappe en fait souvent les frais, malheureusement. Hein. Torpedo n'a pas de grandes ambitions et il est embauché pour faire le job. Dans la conception des personnages, ils sont tout simplement efficaces, hein, bien distincts les uns des autres. La forme des bulles, par exemple, est très simple. Un petit rond, une tige. Les effets sonores à la Batman, hein, la série Les Gaufriers. Après 16 pages, Alex Toth tire sa référence pour laisser la place à Bernett. Et le style de Bernett, là, vraiment, prend toute son ampleur. Luca Torelli est né en 1905, hein, le héros, Luca Torelli, donc Torpedo, dans l'Italie du Sud, pauvre, et très vite orphelin. Il émigre aux États-Unis, devient un assassin froid, méthodique. 1936, c'est l'époque bénie, hein, pour les tueurs à gages et autres gangsters. Il y a de la méchanceté, il a la méchanceté vissée au corps, le visage anguleux, le regard froid. Il se fait assister dans toutes ses mauvaises actions par Rascal. Avec le nom déjà. Un truand plutôt stupide et admiratif devant son boss, Torpedo. Luca Torelli
n'a que des amis. Non qu'il soit très sympa, mais personne n'a envie d'être l'ami, un Sicilien. Âpre à la cogne, et pour lequel la vie humaine n'a pas plus de prix qu'un paquet de spaghettis. Un dur au cœur sec, à qui la vie n'a pas fait de cadeau et qui va lui rendre l'appareil. Torpedo, ou Torpedo 36 pour certaines éditions, est une BD policière, publiée au début en Espagne entre 82 et 2000, puis traduite en plusieurs langues, conçue en noir et blanc. Elle a été colorisée pour les éditions françaises par Elvin Tranley dans les tomes 4 à 10, et puis Marta Cardona dans les tomes 11 à 13. Donc vous voyez, on retrouve encore cette histoire des coloristes féminines. Il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose autour des coloristes féminines. Une série cynique, constituée d'histoires de format court, dans la plus pure veine du polar noir. Torpedo a reçu le meilleur prix des albums traduits en français à Angoulême en 86. 85 jusqu'à 86, j'ai un doute, Ça, je ne pourrais pas te dire. Pour ça, je regarde Francine, c'est ma vraie Je crois que Francine ne sait pas quelque chose. Que dire de Torpedo Surtout les dates. Eh oui, que dire de Torpedo, une BD choc. Un héros totalement amoral qui rend tout de même une certaine justice dans un monde, celui de la prohibition, alors restons quand même cool, aux illustrations des années 30, hyper violent, érotique, servi par un dessin de Bernett et Todd qui nous donne des trônes, des gros nez, des mecs, des grosses oreilles, des dents en avant, des mentons improbables. Bref, un ovni dans le monde de la BD, dans la même veine que les Spaghetti Brothers. Bon, ça, et vous irez voir, vous documenter sur le principe. Voilà, moi je conseille cette BD. Alors, pas laisser dans les mains trop fictifs. Non, attention, je mets la Pour censure. adultes. Pour les adultes, il y a des phrases chocs à la